Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente sous la forme d'une carte mentale la deuxième partie de la postface de l'ouvrage écrit par Yalom et Elkin intitulé « Guérir à deux voix » et dont le titre original est « Every day gets a little closer ». Voici la carte mentale en question. J'ai remis ici la référence et le titre original ainsi que le titre d'une première publication qui avait été faite en français intitulée « Dans le secret des miroirs ». Comme je l'ai dit lors de la première vidéo, il s'agit d'un ouvrage dans lequel Irvin Yalom et sa patiente, dont le pseudonyme est Ginny Elkin, publient leurs comptes rendus qu'ils ont réalisés après chaque consultation, pas dans le but de les publier, mais dans le but de réaliser un certain travail. Et je zoome ici dans cette vidéo sur la postface où Yalom s'exprime sur le système conceptuel rigoureux qui a cadré la thérapie et sur les principes thérapeutiques qui l'ont guidé. Nous en étions à la théorie interpersonnelle dont je vous présente les grandes lignes. Donc, selon cette théorie, les désordres psychologiques, excepté les lésions du système nerveux, s'expliquent par des troubles des relations interpersonnelles. Autrement dit, derrière les raisons qui poussent à consulter, comme l'anxiété, la dépression, la phobie, l'impuissance, la timidité et ainsi de suite, se cache, selon cette théorie, une incapacité à établir des relations satisfaisantes et durables. Alors, les difficultés à établir ces relations positives ont pour origine les premières relations avec les parents qui vont imprégner les relations ultérieures. Et donc, dans ce cadre, la psychiatrie consiste à étudier ces relations interpersonnelles et la psychothérapie va consister à corriger ces relations interpersonnelles. Et la guérison thérapeutique advient quand l'individu est en capacité à établir une relation appropriée à autrui, au lieu de baser sa relation sur un besoin d'autrui. Alors cependant, si l'origine de ces schémas de comportement interpersonnel inadaptés est à trouver dans le passé, la correction des distorsions de ces schémas ne peut se faire que dans le présent et en particulier dans la relation présente la plus immédiate, c'est-à-dire celle qui existe entre le patient et le thérapeute, à condition que le patient soit bien sûr confiant dans sa relation au thérapeute et qu'il laisse émerger dans sa relation au thérapeute ses principales difficultés interpersonnelles. Et cela est bien sûr un présupposé sur lequel compte le thérapeute. La thérapie devient finalement une sorte de microcosme social où le schéma caractériel de relation à autrui du patient va s'exprimer dans la relation au thérapeute. Par exemple, si le patient est arrogant, effacé, vaniteux, aliéné, soupçonneux, effrayé, exploiteur, méprisant et j'en passe, eh bien, il sera de même dans sa relation avec le thérapeute. Et dans ce cadre, on peut dire que connaître l'histoire du patient n'est pas utile. Pareil, demander au patient de décrire un comportement interpersonnel n'est pas utile puisque à un moment donné de la thérapie, le comportement émotionnel et interpersonnel du patient va s'exprimer, donc ça va s'exprimer en séance et ce sera visible à la fois du patient et du thérapeute. Et il s'agit alors pour le thérapeute d'aider le patient à s'observer lui-même. Alors, deux aspects sont fondamentaux dans le travail sur l'instant présent de la relation patient-thérapeute. D'une part, l'expérience vécue, où les deux protagonistes sont mêlés dans une relation paradoxale, à la fois artificielle et authentique. Et il va y avoir un deuxième aspect qui est fondamental, qui est le changement de cadre, c'est-à-dire le changement d'orientation du projecteur qui va être réalisé par le thérapeute, lequel, bien sûr avec tact, va amener le patient, et lui-même d'ailleurs, à devenir des observateurs de la pièce qu'ils sont en train de jouer. De ce fait, il y a des allers-retours qui vont s'opérer entre d'une part l'expérience émotionnelle et d'autre part cette réflexion sur l'expérience émotionnelle que les deux protagonistes sont en train de vivre. Et ces deux phases sont aussi essentielles l'une que l'autre. S'il n'y a qu'une expérience émotionnelle sans réflexion, eh bien la séance ne sera qu'une expérience émotionnelle de plus comme nous en vivons chaque jour sans que cela nous amène à changer.
Et d'autre part, s'il n'y a que réflexion sans l'expérience émotionnelle, eh bien la réflexion va devenir un exercice intellectuel vide, et c'est le cas de patients que Yalom qualifie de momies iatrogènes, lesquels sont si attachés à l'introspection et à la conscience de soi que toute activité spontanée leur est devenue impossible. Alors, dans cette boucle de réflexion sur l'expérience vécue en séance, eh bien, le thérapeute va aider le patient à prendre conscience des conséquences de ses actions sur lui et bien sûr sur les autres. Et c'est de cette manière que va s'amorcer le processus crucial de la thérapie avec le patient qui finira finalement par se demander « mais est-ce que je suis satisfait de mon comportement ou non ? Est-ce que j'ai envie ou non de continuer à être cette personne ?» Donc, le patient va à un moment donné arriver à un instant de décision autour duquel justement le patient et le thérapeute vont s'attarder jusqu'à ce qu'arrive la volonté qui est justement cette énergie qui va pouvoir changer le processus. Remarquons que cet attardement, il s'explique parce qu'il existe à ce moment-là une lutte contre la contre-volonté, c'est-à-dire une lutte où il s'agit de démontrer que les dangers associés à un changement de comportement ne sont finalement que illusoires. Donc pour que la thérapie aboutisse, il faut finalement que les changements se réalisent en séance de thérapie. Et ensuite, il faut qu'il se généralise dans la vie réelle, c'est-à-dire dans le monde extérieur à la thérapie. Donc le patient va devoir transférer les nouveaux comportements acquis auprès du thérapeute dans sa vie réelle, auprès des personnes qui comptent pour lui dans sa vie. S'il ne fait en fait que changer en séance de thérapie et non dans sa vie réelle, eh bien le patient n'aura finalement fait que apprendre à exister agréablement en tant que patient dans une thérapie, et il restera de ce fait pour une période indéterminée en thérapie. Notons que, donc concernant la théorie et la thérapie, que si une théorie peut s'expliquer de façon limpide, une thérapie n'est pas un laboratoire expérimental où une sorte de procédure mécanique s'accomplirait de façon séquentielle. En fait, une thérapie, ça ne peut être qu'une expérience profondément humaine. Et dans une thérapie, il y a évidemment une grande place qui va être faite à la spontanéité. Et dans une thérapie, eh bien, le thérapeute peut parfois être confus et ne pas toujours bien savoir aussi ce qu'il fait quand le chaos règne. Et donc, Yalom, dans ce contexte, décrit la psychothérapie comme étant une sorte de cyclothérapie où le patient et le thérapeute vont gravir ensemble un escalier en colimaçon raide aux marches qui sont branlantes. Je m'arrête là pour cette vidéo et nous pourrons continuer dans une troisième vidéo la suite de cette postface, donc la suite de cette carte mentale. Donc à bientôt pour la vidéo suivante.